Bonjour. Bonjour, bienvenue sur la voix de Morgane. J'espère que vous allez bien. Je vais reprendre tout de suite la lecture de Jane Eyre de Charlotte Brontë. Je crois que nous en sommes, j'en suis au chapitre 29. C'est bien ça, chapitre 29. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Pardon, excusez-moi. Je fais juste ça. J'aurais dû le faire avant, naturellement. Et comme je suis feignante, je ne vais pas recommencer la vidéo. Pardon. C'est parti. Donc, chapitre 29. Le souvenir des 3 jours et des 3 nuits qui suivirent est resté très confus dans ma mémoire. Je me rappelle quelques sensations éprouvées pendant ce laps de temps où j'étais réduite à l'inaction, mais peu de pensées parvinrent à se préciser dans mon esprit. Je savais que j'étais dans une petite chambre, dans un lit étroit. Il me semblait faire corps avec ce lit où j'étais étendue immobile comme une pierre. M'en arracher eût presque équivalu à me faire mourir. Je n'avais aucune conscience de la fuite du temps. Je ne faisais pas de différence entre le matin, l'heure de midi et le soir. Si quelqu'un entrait dans ma chambre ou en sortait, je m'en rendais compte, j'aurais même pu dire qui c'était. Je comprenais ce que l'on disait lorsque la personne qui parlait était près de moi, mais je n'étais pas à même de répondre. Il m'était aussi impossible d'ouvrir les lèvres que de mouvoir un membre. C'est Anna, la servante, qui venait me voir le plus souvent. Ses visites ne manquaient pas de troubler mon repos. J'avais le sentiment qu'elle aurait voulu me savoir partie, qu'elle ne me comprenait pas non plus que les conjonctures dans lesquelles je me trouvais, qu'elle avait des préventions contre moi. Diana et Mary venaient dans ma chambre 1 ou 2 fois par jour. Je les entendais chuchoter près de mon lit des phrases comme celle-ci. Nous avons bien fait de la recueillir. Oui, si elle avait passé la nuit dehors, on l'aurait certainement trouvée morte au matin, sur le pas de la porte. Je me demande ce qui lui est arrivé. J'imagine que cette pauvre créature, errante, pâle, au visage émacié, a dû subir de singulières épreuves. À en juger sur sa façon de parler, elle n'est pas sans éducation. Son accent est très pur. Les vêtements qu'elle a quittés, bien qu'éclaboussés de boue et tout mouillés, étaient peu usagés et de belle qualité. Elle a une figure curieuse, décharnée, hagarde, qui me plaît cependant. Je crois que si elle était bien portante et pleine d'entrain, sa physionomie serait agréable. Pas une fois je ne surpris dans leur dialogue un mot de regret à propos de l'hospitalité qu'elle m'avait offerte, de suspicion ou d'aversion à mon égard. J'en étais réconfortée. Mr. St. John ne vint qu'une fois. Après m'avoir regardé, il déclara que mon état léthargique était la conséquence d'une fatigue excessive et prolongée. Il jugea inutile de faire venir un médecin. La nature, il en était sûr, reprendrait bien mieux le dessus si on la laissait faire. Il ajoutait que, pour une raison ou pour une autre, mes nerfs avaient subi une tension trop grande, que tout le système nerveux avait besoin de se détendre dans cette torpeur pendant un certain temps. Selon lui, je n'avais aucune maladie, et il était convaincu que mon rétablissement serait rapide dès qu'il aurait commencé. Il émit ses opinions en quelques mots, d'une voix calme, grave, et, après s'être tu un instant, finit par dire, d'un ton d'un homme peu habitué à d'expansifs commentaires, « C'est un visage peu commun et qui, certainement, ne révèle ni vulgarité ni dégradation. » « Bien au contraire, répondit Diana. « À vrai dire, St. John, mon cœur se sent attiré vers cette pauvre petite âme. Je voudrais que nous puissions l'aider toujours. » « Cela est peu probable, répondit St. John. Vous allez découvrir que c'est une jeune personne qui, à la suite d'un malentendu avec les siens, les a sans doute quittés sans réfléchir. Nous réussirons peut-être à la leur rendre si elle n'est pas trop obstinée. Mais je vois dans son visage les signes caractéristiques d'une telle volonté que je doute de sa docilité. » Il resta à m'observer pendant quelques minutes et dit encore « Elle a l'air intelligent.
mais n'est pas du tout jolie. Elle est si malade, St. John. Malade ou bien portante, elle sera toujours laide. Il n'y a dans ses traits ni la grâce ni l'harmonie de la beauté. Le 3e jour, je me sentis mieux. Le 4e, je pus parler, me remuer, me soulever dans mon lit, me retourner. À l'heure du déjeuner, je le suppose, Anna m'apporta du gruau et du pain grillé bien sec que je mangeais avec plaisir. Cette nourriture était bonne, sans le goût de fièvre qui avait jusque-là empoisonné tout ce que j'avais avalé. Quand Anna fut partie, je me sentis relativement forte, ranimée. Bientôt, je fus lasse du repos et j'éprouvais le besoin d'agir. Je voulus me lever. Mais de quoi me vêtir? Je n'avais que les vêtements qui avaient été trempés et tachés de boue lorsque j'avais dormi sur le sol et que j'étais tombée dans le marécage. J'aurais eu honte de paraître ainsi vêtue devant mes bienfaiteurs. Cette humiliation me fut épargnée. Tous mes vêtements propres et secs étaient posés sur une chaise auprès de mon lit. Ma robe de soie noire suspendue au mur ne portait aucune trace de la boue de la tourbière, non plus que des faux plis provenant de l'humidité. Elle était tout à fait décente. Mes souliers eux-mêmes et mes bas bien nettoyés étaient redevenus présentables. Il y avait dans la chambre tout le nécessaire pour faire sa toilette, ainsi qu'un peigne et une brosse pour se coiffer. D'étape en étape, péniblement, en me reposant toutes les 5 minutes, je réussis enfin à m'habiller. Mes vêtements flottaient sur moi car j'avais beaucoup maigri, mais je masquais cet état en m'enveloppant dans un châle. Propre à nouveau, convenable, sans qu'il restât une tache de boue, une trace de ce désordre que je détestais tant, et qui, à mes propres yeux, était avilissant, je parvins, en m'aidant de la rampe, à descendre l'escalier de pierre qui aboutissait à un couloir étroit et bas, conduisant à la cuisine. Une odeur de pain frais et la chaleur d'un feu bienfaisant l'emplissaient. Anna cuisait le pain. On sait combien il est difficile d'arracher les préjugés d'un cœur dont l'éducation n'a pas élargi ou enrichi les dispositions. Ils y sont aussi fortement enracinés que les mauvaises herbes dans les pierres. Anna s'était montrée froide et hostile, certes, dès l'abord. Récemment, elle avait commencé à se radoucir un peu. Et lorsqu'elle me vit entrer propre et bien mise, elle alla jusqu'à me sourire. « Comment, vous êtes levée ?» dit-elle. « C'est donc que vous allez mieux. Vous pouvez vous asseoir dans mon fauteuil près du feu si vous voulez. » Elle me désigna le fauteuil à bascule que je pris. Tout en s'affairant ça et là, elle m'examinait de temps à autre du coin de l'œil. Tandis qu'elle retirait quelques pains du four, elle se tourna vers moi et me demanda à brûle-pourpoint. « Est-ce que vous aviez déjà mendié avant de venir ici ?» Sur le moment, je fus indignée. Mais réfléchissant qu'il serait hors de propos de me fâcher et qu'en réalité je lui étais apparue comme une mendiante, je répondis avec calme, mais non sans une certaine fermeté voulue. « Vous vous trompez quand vous me prenez pour une mendiante. Je ne suis pas plus une mendiante que vous, ou vos jeunes maîtresses. » Au bout d'un instant, elle reprit. « Ça, j'y comprends rien. Vous avez, comme qui dirait, point de maison ni de magot, pas vrai ? » On peut n'avoir ni maison ni magot, par quoi vous voulez sans doute dire de l'argent, sans être pour cela une mendiante dans le sens où vous l'entendez. Vous avez sans doute étudié dans les livres. Oui, beaucoup. Mais vous n'avez jamais été en pension. J'ai été en pension pendant 8 ans. Elle ouvrit de grands yeux. Alors pourquoi vous ne pouvez pas gagner votre vie? J'ai toujours subvenu à mes besoins et j'espère bien continuer. Qu'allez-vous faire de ces groseilles à maquereau? Lui demandai-je, la voyant apporter un panier de ses fruits. Je vais en faire des tartes. Donnez-les-moi, je vais les éplucher. Non, je veux pas que vous fassiez rien. Mais il faut bien que je m'occupe, passez-les-moi. Elle y consentit et m'apporta même une serviette propre pour l'étaler sur ma robe, de peur, disait-elle, que je ne la salisse. Vous n'avez pas été habituée au travail d'une servante, remarqua-t-elle. Je vois ça à vos mains. Vous êtes sans doute couturière. Non, vous vous trompez. Et maintenant, peu importe ce que j'ai été, ne vous cassez pas la tête à mon sujet, mais dites-moi le nom de la maison où nous sommes. Il y en a qui l'appellent Marsh End. Il y en a qui l'appellent Moor House. Et le monsieur qui habite ici s'appelle Mr. St. John. Non, il n'habite pas ici, il est là seulement en passant. Il demeure dans sa paroisse à Morton. Ce village à quelques milles d'ici. Oui. Que fait-il? Il est pasteur.
Je me souviens de la réponse de la vieille gouvernante du presbytère quand je lui avais demandé à voir le pasteur. Alors, c'est ici qu'habitait son père. Oui, le vieux Mr. Rivers vivait ici, et son père, son grand-père, son arrière-grand-père avant lui. Ce monsieur s'appelle donc Mr. St. John Rivers. Oui, St. John est, comme qui dirait, son nom de baptême. Ses sœurs s'appellent Diana et Mary Rivers. Oui, leur père est mort. Il est mort il y a 3 semaines, d'une attaque. Ils n'ont plus leur mère. La maîtresse est morte il y a bien des années. Y a-t-il longtemps que vous êtes dans la famille? Je suis depuis 30 ans. Je les ai élevés tous les 3. Cela prouve que vous avez été une honnête et fidèle servante. Je n'hésite pas à vous dire cela, bien que vous ayez eu l'incivilité de me traiter de mendiante. Elle me considéra de nouveau avec surprise. Vrai, dit-elle, je me suis complètement trompée sur votre compte. Mais il y a tant de fripons qui rôdent partout qu'il faut me pardonner. Eh bien que, continuai-je avec quelque sévérité, vous ayez voulu m'interdire la porte par une nuit où vous n'auriez pas mis un chien dehors. Oui, c'était dur, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Songez plus aux petites qu'à moi, les pauvres créatures. Elles ont guère que moi pour avoir soin d'elles. Faut bien que j'ouvre l'œil. Je gardai un grave silence pendant quelques minutes. Faut pas me juger trop sévèrement, dit-elle encore. Je vous juge sévèrement, dis-je, et je vais vous dire pourquoi. Ce n'est pas tant pour m'avoir refusé l'hospitalité ou prise pour un imposteur, que parce que vous m'avez presque reproché de n'avoir ni magot ni maison. Parmi les gens les meilleurs qui aient jamais existé, il en est qui se sont trouvés dans un dénouement comparable au mien. Si vous êtes chrétienne, vous ne devez pas considérer la pauvreté comme un crime. C'est vrai, je devrais pas, dit-elle. Mr. St. John dit la même chose, je vois que j'ai eu tort. Mais à présent, je me fais une toute autre idée de vous, celle que je m'en faisais. Vous m'avez l'air d'être une petite personne bien comme il faut. Cela suffit. Maintenant, je ne vous en veux plus. Serrons-nous la main. Elle mit dans la mienne sa main calleuse et blanche de farine. Un nouveau sourire encore plus cordial illumina son rude visage et, depuis ce moment, nous fûmes amis. Il était évident qu'Anna aimait à bavarder. Pendant que j'épluchais les fruits et qu'elle préparait la pâte pour les tartes, elle se mit en devoir de me donner divers détails sur son maître et sa maîtresse défunts, sur les petits, comme elle appelait les jeunes gens. Le vieux Mr. Rivers, disait-elle, était un homme tout simple, mais c'était un gentleman, d'une famille aussi ancienne qu'il était possible d'en trouver. La maison de Marsh End avait toujours appartenu aux Rivers, depuis qu'elle existait, et elle avait, affirmait-elle, peut-être 200 ans, quand même elle paraissait une petite maison toute modeste qui ne pouvait pas se comparer au magnifique manoir de Mr. Oliver à Morton Valley. Mais elle se souvenait d'avoir connu le père à Bill Oliver, qui était simple ouvrier à la fabrique d'aiguilles, tandis que les Rivers étaient de la gentry au temps des Henry, comme n'importe qui pouvait s'en rendre compte en regardant les registres de la sacristie à l'église de Morton. Elle reconnaissait pourtant que le vieux maître était comme les autres, il avait rien de bien extraordinaire. C'était un enragé chasseur qui aimait aussi s'occuper de la ferme et toutes les choses de ce genre-là. La maîtresse était différente. Elle lisait et s'occupait beaucoup à s'instruire. Et les petits tenaient d'elle. Il n'y avait pas et il n'y avait jamais eu leur pareil dans ces parages. Ils avaient montré du goût pour l'étude, tous 3, presque aussitôt qu'ils avaient commencé à parler. Ils avaient toujours été d'une espèce à eux. Quand Mr. St. John fut grand, il voulut aller au collège et devenir pasteur. Et dès que les jeunes filles eurent quitté la pension, elles cherchèrent à se placer comme institutrices. Elle lui avait dit que quelques années plus tôt, leur père avait perdu beaucoup d'argent par suite de la faillite d'un homme en qui il avait mis sa confiance. Et comme il n'était plus assez riche pour les doter, elles auraient à se tirer d'affaire elles-mêmes. Depuis longtemps, elles ne vivaient que très peu à la maison. Elles étaient seulement venues pour quelques semaines en raison de la mort de leur père. Mais comme elles aimaient Marsh End, Morton, la lande et les collines environnantes, elles étaient allées à Londres et dans bien d'autres grandes villes, mais elles avaient toujours dit que l'on n'est nulle part aussi bien que chez soi. Puis ils s'entendaient si bien tous, ne se querellant, ne s'obstinant jamais. Elle ne savait pas où l'on pourrait trouver une famille aussi unie. Quand j'eus fini de préparer les groseilles, je lui demandai où étaient les 2 demoiselles et leurs frères. Ils étaient allés se promener jusqu'à Morton, mais seraient de retour dans une demi-heure pour le thé.
Ils revinrent avant le temps prévu par Anna et rentrèrent par la porte de la cuisine. Mr. St. John, quand il m'aperçut, se contenta de me saluer tout en traversant la pièce. Les deux demoiselles s'arrêtèrent. Mary, en quelques mots, m'exprima avec bonté et avec calme le plaisir qu'elle éprouvait à me voir suffisamment remise pour avoir pu descendre. Diana me prit la main et hocha la tête en me regardant. « Vous auriez dû attendre ma permission pour descendre, dit-elle. Vous êtes encore bien pâle et bien amaigrie. »« Pauvre enfant, pauvre petite !» La voix de Diana résonnait à mon oreille comme le roucoulement d'une tourterelle. Elle avait des yeux dont j'étais ravie de rencontrer le regard. Tout son visage était plein de charme pour moi. Mary, dont la physionomie était aussi intelligente, avec d'aussi jolis traits, avait une expression plus réservée. Ses manières, quoique douces, étaient plus distantes. Il y avait une certaine autorité dans l'air, dans la façon de parler de Diana. Il était évident qu'elle avait de la volonté. Il était dans ma nature de me soumettre avec plaisir à une autorité justifiée comme la sienne, de me plier lorsque ma conscience et ma dignité me le permettaient, devant une volonté agissante. « Que faites-vous ici ?» continua-t-elle. « Ce n'est pas votre place. Marie et moi, nous nous asseyons quelquefois dans la cuisine parce que, à la maison, nous aimons être libres au point même d'en abuser. Mais vous, vous êtes notre hôte et c'est au salon que vous devez aller. Je suis très bien ici. Non, vous n'êtes pas bien du tout, avec Anna qui s'affaire en tous sens et vous couvre de farine. Et puis le feu est trop vif pour vous, fit remarquer Mary. Certainement, reprit sa sœur. Venez, il faut être obéissante. Me tenant toujours par la main, elle me fit lever et me conduisit dans la pièce qui se trouvait au centre de la maison. « Asseyez-vous là, dit-elle, en m'installant sur le canapé pendant que nous allons enlever nos vêtements et faire le thé, car c'est un autre privilège dont nous jouissons dans notre petite maison de la lande que de préparer nous-mêmes nos repas, quand cela nous fait plaisir, ou quand Anna est occupée à faire le pain, brasser la bière, faire la lessive ou repasser le linge. » Elle ferma la porte, me laissant seule avec Mr. St. John, assis en face de moi, un livre ou un journal à la main. J'examinais d'abord le salon, puis celui qui l'occupait. Le salon était une pièce plutôt petite, meublée très simplement, mais propre et bien tenue, ce qui la rendait confortable. Les chaises anciennes reluisaient et la table en noyer brillait comme un miroir. Quelques vieux portraits curieux, d'hommes et de femmes d'autrefois, décoraient les murs peints. Une armoire aux portes vitrées renfermait quelques livres et un service de porcelaine ancien. Il n'y avait aucun ornement superflu dans la pièce, pas un meuble moderne, à l'exception de 2 boîtes à ouvrage et d'un pupitre en bois de rose posé sur une petite table. Tout, y compris le tapis et les rideaux, était à la fois très usagé et bien conservé. Mr. St. John, aussi immobile que l'un des sombres portraits accrochés au mur, les yeux fixés sur la page qu'il absorbait, les lèvres scellées dans le mutisme, se prêtait à un examen facile, aussi facile que s'il avait été une statue au lieu d'être un homme. Il était jeune, il pouvait avoir de 28 à 30 ans, grand, mince. Son visage retenait le regard, un visage grec d'un contour très pur, un nez droit, tout à fait classique, une bouche et un menton athéniens. Il est vraiment rare qu'une physionomie anglaise s'approche à ce point des modèles antiques. L'irrégularité de mes traits avait bien pu le choquer, les siens étaient si harmonieux. Il avait de grands yeux bleus avec des cils bruns. Des mèches folles de blonds cheveux rayaient en partie son haut front d'une blancheur d'ivoire. Voilà un charmant portrait, n'est-il pas vrai, lecteur ? Cependant, celui qu'il décrit ne donnait guère l'impression d'avoir une nature douce, souple, sensible, ni même calme. Tranquillement assis comme il l'était en ce moment, je décelais dans l'expression de ses narines, de sa bouche, de son front, des signes d'agitation, de dureté, de fougue. Il ne m'adressa pas la parole, ne jeta même pas un regard sur moi jusqu'au retour de ses sœurs. Diana, qui ne faisait qu'entrer et sortir en préparant le thé, m'apporta un petit gâteau que l'on avait fait cuire sur le four. « Mangez-le tout de suite, me dit-elle, vous devez avoir faim. Anna me dit que vous n'avez pris qu'un peu de gruau depuis le petit déjeuner. » Je ne le refusai pas car mon appétit s'était réveillé et devenait vorace. Mr. Rivers ferma alors son livre, s'approcha de la table et, tout en s'asseyant, fixa droit sur moi ses yeux bleus, semblables à ceux d'un portrait. Son regard, sans le moindre souci des formes, s'était fait à présent direct, scrutateur, obstinément résolu, et indiquait clairement que c'était avec intention et non par timidité qu'il l'avait jusque-là détournée de l'étrangère.
vous avez grand faim, dit-il. Oui, monsieur. Il était dans ma manière, et cela de tout temps d'être instinctivement bref avec ceux qui l'étaient avec moi et de répondre avec franchise à des questions sans détour. Il est heureux pour vous qu'une légère fièvre vous ait obligé à garder la diète pendant ces 3 derniers jours. Ce n'eût pas été sans péril de céder plutôt aux exigences de votre appétit. Maintenant, vous pouvez manger, mais sans excès toutefois. J'espère bien ne pas me nourrir longtemps à vos dépens, monsieur. Telle fut la réponse maladroite et impolie qui me vint à l'esprit. Non, dit-il froidement. Lorsque vous nous aurez fait connaître la résidence de vos parents, nous leur écrirons et vous pourrez regagner votre maison. Cela, je dois nettement vous le dire, n'est pas en mon pouvoir car je suis absolument sans foyer, sans amis. Pardon. Tous 3 me regardèrent, mais sans la moindre méfiance. Je me rendais compte que leurs yeux n'exprimaient aucun soupçon, mais simplement de la curiosité. Je parle plus particulièrement des jeunes filles, car les yeux de St. John, bien qu'assez limpides au sens littéral du mot, étaient en réalité difficiles à pénétrer. Ils lui servaient plutôt d'instrument pour chercher à deviner les pensées d'autrui que de moyen pour révéler les siennes. Et ce mélange de perspicacité et de réserve était bien plus fait pour intriguer que pour encourager. « Voulez-vous dire, demanda-t-il, que vous êtes complètement seul au monde ?»« Oui, aucun lien ne m'attache à un être vivant. Il n'est pas un toit en Angleterre où j'ai droit d'accès. C'est une situation extrêmement singulière à votre âge. » Je vis alors qu'il portait son regard sur mes mains croisées devant moi sur la table. Je me demandais ce qu'il y cherchait. Ses paroles me le firent bientôt comprendre. « Vous n'avez jamais été marié. Vous êtes célibataire. » Diana se mit à rire. « Voyons, St. John, elle ne peut avoir plus de 17 ou 18 ans, dit-elle. J'en ai près de 19, mais je ne suis pas mariée, non. » Je sentis une vive rougeur me monter au visage, car cette allusion au mariage avait réveillé des souvenirs amers et bouleversants. Tous remarquèrent mon embarras et mon émotion. Diana et Mary vinrent à mon secours en détournant leurs yeux de ma figure cramoisie, mais leur frère, plus impassible, plus impitoyable, continua à me fixer jusqu'à ce que le trouble qu'il avait fait naître en moi m'eût également arraché des larmes. « Où demeuriez-vous en dernier lieu » demanda-t-il encore. « Vous êtes trop curieux, St. John » murmura Mary à voix basse. Mais il se pencha sur la table et par un nouveau regard résolu, pénétrant, exigea une réponse. Le nom de l'endroit où j'habitais et celui de la personne chez qui j'étais sont mon secret, répondis-je simplement. Secret qu'à mon avis vous avez le droit de garder, si cela vous plaît, sans le révéler ni à St. John ni à tout autre questionneur, fit observer Diana. Cependant, dit-il, si je ne sais rien de vous, rien de ce qui vous est arrivé, je ne pourrais vous aider. Et vous avez besoin d'aide, n'est-ce pas? J'en ai besoin et je la cherche, monsieur. Dans la mesure où je puis attendre d'un véritable philanthrope, le moyen de trouver un travail que je sois capable de faire et dont le salaire soit suffisant pour m'assurer au moins l'indispensable. Je ne sais si je suis un véritable philanthrope. Pourtant, je suis disposée à vous aider de tout mon pouvoir pour parvenir à un but aussi honorable. Dites-moi donc d'abord ce que vous avez eu l'habitude de faire et ce que vous êtes capable de faire. Je venais de prendre mon thé, je me sentais aussi puissamment ranimée par ce breuvage qu'un géant l'eût été après avoir bu du vin. En donnant à mes nerfs ébranlés une vigueur nouvelle, il me permit de répondre avec assurance à ce juge jeune et sagace. « Monsieur Rivers, dis-je, me tournant vers lui et le regardant comme il me regardait lui-même, ouvertement et sans embarras. Vous et vos sœurs m'avez rendu un grand service, le plus grand qu'un homme puisse rendre à son semblable. Vous m'avez, par votre généreuse hospitalité, sauvé de la mort. Ce bienfait que vous m'avez accordé vous donne un droit illimité à ma reconnaissance et, jusqu'à un certain point, à ma confiance. Je vais tout vous dire sur la vagabonde que vous avez recueillie, sauf ce qui pourrait compromettre ma tranquillité d'esprit, ma propre sécurité physique et morale et celle des autres. Je suis orpheline, fille d'un pasteur. Mes parents sont morts avant que j'aie pu les connaître. J'ai été élevée à la charge d'autrui et mise dans une institution de charité pour y faire mon éducation.
Je vais même vous dire le nom de cet établissement où j'ai passé 6 ans comme élève et 2 comme maîtresse. C'est l'orphelinat de Lowood, dans le comté de... Vous devez en avoir entendu parler, Monsieur Rivers. C'est le révérend Robert Brocklehurst qui en est le trésorier. J'ai entendu parler de Mr. Brocklehurst et j'ai visité l'école. J'ai quitté Lowood il y a près d'1 an pour devenir institutrice dans une famille. J'avais trouvé une bonne situation, j'étais heureuse. Mais j'ai dû la quitter 4 jours avant mon arrivée ici. Je ne puis ni ne dois vous donner la raison de mon départ. Ce serait inutile, dangereux et paraîtrait incroyable. Je n'ai rien à me reprocher et je suis aussi innocente que n'importe lequel de vous 3. Mais je suis profondément malheureuse et je n'ai pas fini de l'être, car la catastrophe qui m'a chassée d'une maison devenue pour moi le paradis est d'une nature étrange et terrible. En préparant ma fuite, je n'ai pensé qu'à 2 choses, agir vite et en secret. Pour y arriver, j'ai dû laisser derrière moi tout ce que je possédais, sauf un petit paquet que, dans ma précipitation, mon agitation, j'ai oublié de retirer de la diligence qui m'a amenée à Whitecross. C'est ainsi que je suis arrivée dans cette région, dépourvue de tout. J'ai dormi 2 nuits à la Belle Étoile, j'ai erré 2 jours sans franchir le seuil d'une maison. 2 fois seulement en ce laps de temps, j'ai pu prendre quelque nourriture. J'étais sur le point de mourir de faim, d'épuisement, de désespoir, lorsque vous, Monsieur Rivers, m'avez mise à l'abri sous votre toit, m'empêchant ainsi de périr de misère à votre porte. Je sais tout ce que vos sœurs ont fait pour moi depuis lors, je n'avais pas perdu conscience durant mon apparente torpeur, et j'ai une aussi grande dette envers leur compassion spontanée, sincère, cordiale, qu'envers votre charité évangélique. Ne la faites pas parler davantage maintenant, St. John, dit Diana, lorsque je me tus. Elle n'est évidemment pas encore en état de supporter les émotions. Venez à présent vous asseoir sur le canapé, Miss Elliot. J'eus un petit sursaut involontaire en l'entendant m'appeler ainsi. J'avais oublié mon nom d'emprunt. Mr. Rivers, à qui rien ne semblait échapper, le remarqua aussitôt. « Vous avez bien dit que vous vous appeliez Jane Elliot, fit-il observer. « Je l'ai dit, en effet. C'est le nom que je trouve expédient de porter pour le moment. Mais ce n'est pas mon nom véritable, et il résonne singulièrement à mes oreilles quand je l'entends prononcer. Vous ne voulez pas dire votre nom véritable ? Non, je redoute par-dessus tout d'être découverte et j'évite de faire connaître tout ce qui pourrait me trahir. Vous avez parfaitement raison, j'en suis persuadée, dit Diana. Et à présent, mon frère, je vous en prie, laissez-la un peu tranquille. Mais St. John, après être resté quelques instants songeur, reprit aussi imperturbablement et avec autant de perspicacité que jamais. Vous ne voudriez pas nous être longtemps à charge, vous voudriez, je le vois, vous libérer aussi vite que possible de la compassion de mes sœurs et surtout de ma charité. J'ai très bien senti la différence et je ne m'en froisse pas, elle est juste. Vous voulez retrouver votre indépendance. Oui, je l'ai déjà dit. Indiquez-moi une occupation ou comment m'en procurer une, c'est tout ce que je demande. À présent, puis laissez-moi partir, fût-ce dans la plus pauvre chaumière, mais en attendant, permettez-moi de rester ici. Je redoute d'affronter à nouveau les horreurs du dénouement d'une existence sans abri. Il faut que vous restiez ici, bien sûr, dit Diana en posant sa main blanche sur ma tête. Il le faut, répéta Mary, du ton de sincérité peu démonstrative qui semblait lui être naturel. Il le faut. Mes sœurs, vous le voyez, ont plaisir à vous garder, dit Mr. St. John, comme elles auraient plaisir à garder et à soigner un oiseau à demi-mort de froid que le vent d'hiver aurait projeté sur leurs fenêtres. Quant à moi, ce que je veux, je vais m'en occuper. Ce que je veux, c'est vous aider à chercher le moyen de gagner votre vie, et je vais m'en occuper. Mais sachez bien que le champ de mes possibilités est restreint. Je ne suis que le pasteur d'une pauvre paroisse de campagne. Mon aide sera nécessairement très limitée. Et si vous deviez vous refuser à une humble besogne journalière, il vous faudrait chercher un appui plus efficace que celui que je puis vous donner. Elle a déjà dit qu'elle était prête à faire n'importe quel travail honnête et qu'elle est capable de faire, répondit pour moi Diana. Et vous savez bien, St. John, qu'elle n'a pas le choix entre ceux qui peuvent l'aider et qu'elle doit se contenter de quelqu'un aussi rébarbatif que vous. Je serai couturière, lingère, servante, bonne d'enfant si je ne trouve rien de mieux, répondis-je. Bon, dit froidement St. John, si telles sont vos dispositions, je vous promets de vous aider à mon heure et à ma façon. Il reprit alors le livre qu'il lisait avant le thé. Je ne tardais pas moi-même à me retirer, car mes forces ne me permettaient pas de parler et de rester plus longtemps.
Et c'est la fin du chapitre 29. Et c'est également la fin de cette lecture. Comme elle, je vais me retirer. Voilà. J'ai rendez-vous. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. J'espère que malgré le vent, cette lecture est agréable, a été agréable pour vous. Voilà, je vous remercie beaucoup. Faites attention à vous, prenez soin de vous, profitez des dernières douceurs, du temps, peut-être pas les dernières quand même. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de Jane Eyre et d'autres aventures, évidemment. Merci beaucoup. Attention, ça va faire du bruit, je me déplace.